Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos éditions du week-end. Nous sommes le vendredi 11 avril et voici les titres de votre 19h. Le déplacement du prince Albert II dans la Manche s'est achevé en Normandie. Vous entendrez le souverain dans un instant, heureux de l'accueil qui lui a été réservé. Nous prendrons la direction du Japon pour découvrir le pavillon de Monaco à quelques jours de l'ouverture de l'exposition universelle d'Osaka. Dans une page sport, nous recevrons l'entraîneur de l'AS Monaco FC à 18h en perspective du choc face à l'OM et notre consultant de basket Ali Traoré pour débriefer du match d'hier à l'issue duquel la Roca Team s'est qualifiée pour les phases finales du plus haut niveau du basket européen, le top 4 d'Euroleague. Et puis nous rejoindrons au Burundi Christophe Glasser, le directeur de Fighteds Monaco reviendra sur la mission de l'association monégasque dans ce pays touché de plein fouet par le VIH-Sida. Le prince Albert II a poursuivi et terminé hier sa visite dans le nord-ouest de la France, sur les terres de ses ancêtres, les Matignon-Grimaldi. Tout comme en Bretagne le premier jour, la dernière journée en Normandie a été ponctuée de partage, notamment avec les habitants ravis de pouvoir saluer le souverain monégasque. Reportage de Vanessa Dessy et Alexandra Marangoni. Pittoresque commune entre montagne et forêt, Percy est un lieu où se rencontrent histoire et nature. Au cœur de la Normandie, ces paysages incarnent l'âme de la région. Et c'est ici que le prince Albert II a assisté à un événement marquant réunissant les habitants afin de célébrer un moment de partage. 4 producteurs locaux soigneusement sélectionnés pour la qualité de leurs produits ont été honorés par l'attribution du prestigieux label de l'excellence. La cérémonie s'est poursuivie par la bénédiction solennelle d'une cloche récemment restaurée, vestige de 1593 ayant appartenu aux Grimaldi. Dans son sillage, l'ouverture symbolique du marché réunissant des producteurs labellisés Site historique Grimaldi a donné à cette visite une dimension d'ancrage dans sa tradition. Notre commune faisait partie de la baronnie de Amby et de la baronnie de Moyon, donc aujourd'hui on est très fiers d'accueillir le souverain à Percy en Normandie, et donc on va rappeler les liens historiques, les éléments de patrimoine qui restent encore aujourd'hui, et puis toute la démarche qu'on a initiée autour des sites historiques Grimaldi de Monaco avec tous nos producteurs locaux. Pour nous c'est une journée très importante, c'est une vraie fierté pour les habitants, beaucoup me l'ont dit, d'avoir de retisser ces liens, puisqu'ici on a une histoire un peu mouvementée avec la Libération qui a beaucoup marqué nos territoires locaux, manchois et normands. Et du coup, se réapproprier cette histoire et d'avoir cette visite, c'est vraiment une chance extraordinaire et une vraie fierté pour les habitants et pour moi-même aussi. Jacques III de Matignon, né au XIVe siècle, est un homme de pouvoir et de noblesse. Né à Torigny, il devient un fidèle serviteur du duc de Bretagne et joue un rôle déterminant dans les relations entre la Bretagne, la France et Monaco. Son influence a marqué l'histoire et à ce titre, il reste une figure emblématique. Alors Jacques III de Matignon est le père de Jacques IV, ça c'est une forme d'évidence, mais surtout c'est lui qui a conclu avec le prince Antoine Ier de Monaco, ce sont les 2 beaux-pères, qui a conclu un mariage en 1715. Alors celui qui a été le grand ordonnateur est le roi Soleil, puisque c'est lui qui rapproche ces 2 familles. La famille de Matignon butait au pied de la dernière marche dans la dignité nobiliaire, c'est-à-dire la marche ducale, d'être duc et pair de France. La pairie permettait d'accéder au Parlement de Paris, donc c'était extrêmement prestigieux et une charge d'influence. Et les princes de Monaco avaient besoin de trouver un héritier, puisque Antoine Ier n'avait que des filles, et donc son héritière, la princesse Louise Hippolyte, devait trouver un parti qui accepte de perdre son nom et ses armes. Ce sont les règles successorales des Grimaldi. C'est ainsi que Jacques IV de Matignon devient Jacques Ier de Monaco, scellant une alliance prestigieuse entre 2 grandes familles. Aujourd'hui, l'église Saint-Laurent de Torigny abrite la chapelle funéraire des Matignon, témoin silencieux de cette union historique. Dans le même élan de préservation du patrimoine, la restauration de la chapelle de l'Hôtel-Dieu s'inscrit comme un hommage vivant à cette mémoire partagée. L'initiative soutenue par la famille princière a permis de redonner à cet édifice historique toute sa splendeur. Ce déplacement s'est achevé par le dévoilement d'une plaque commémorative à Saint-Martin-des-Bezasses, marquant l'appartenance au réseau des sites historiques Grimaldi, un rappel puissant de l'héritage des Grimaldi.
Le prince Albert II a rendu hommage à cet héritage commun, célébrant les racines partagées par sa famille et ses terres. Les lieux visités emblématiques ont symbolisé cette connexion profonde qui perdure au fil du temps. Le souverain était accompagné de la princesse Charlène et de leurs enfants, la princesse Gabriella et le prince héréditaire Jacques, lors du premier jour de cette visite riche en émotions. Le lien est toujours le même, c'est celui du lien familial, historique, qui, à travers les Matignon, bien sûr, mais et puis à travers la descendance, puisque là, ici, à Saint-Martin-de-Bouzas, nous sommes là pour honorer la mémoire d'Honoré V. Mais voilà, c'est cet extraordinaire accueil, cette extraordinaire ferveur que j'ai ressenti. Et puis j'étais très heureux, bien sûr, d'être accompagné pour la première journée par mon épouse et par nos enfants. Et c'était, je crois, pour eux aussi important de découvrir leurs racines bretonnes et sur normande aussi, mais par extension des possessions de la famille Matignon. Et voilà, c'était très émouvant et c'était vraiment de très très beaux moments. Sachez qu'un magazine complet dédié aux déplacements princiers en Bretagne et en Normandie vous sera proposé ce lundi en début de soirée. Nous poursuivons notre série de reportages consacrés à l'exposition universelle d'Osaka. Sur place, l'heure est au dernier préparatif avant l'ouverture au public dimanche. Mais à quoi va ressembler le pavillon monégasque? Réponse avec vous, Patricia Navarro, qui est au Japon aux côtés de Sylvain Péroumal. Oui, et ce pavillon a été baptisé Take Care of Wonder, prendre soin de la merveille. Son ambition première est de se faire l'illustration parfaite de l'engagement de Monaco pour la planète et en faveur de l'innovation durable. C'est également un petit peu la rencontre entre un jardin japonais et un jardin méditerranéen au cœur des bâtiments, sans oublier des espaces ludiques, des espaces interactifs. Notre guide à la découverte du pavillon est un jeune monégasque, Elijah. Bienvenue au pavillon Monaco. Cette année, l'édition 2025 à Osaka, Kansai, pour découvrir Monaco, pour que chaque visiteur puisse avoir une idée plus claire de ce qu'est Monaco et de son combat pour la protection de la nature, l'environnement et la préservation de la biodiversité. Bienvenue dans la première salle du pavillon Monaco avec une expérience tactile qui sera la première expérience que les visiteurs vont pouvoir éprouver pour découvrir de manière insolite notre pays. Donc, voici d'abord un écran qui projette tout ce pourquoi Monaco est connu à l'international. Et je vous invite à toucher, insérer votre main ici. Et avec cette expérience tactile, vous pourrez voir que l'écran suit le passage de votre main. Et tous ces écrans reflètent des thèmes de la nature et des ponts entre Monaco et le Japon. Vous verrez que la rose est le fil conducteur de notre pavillon par rapport à la roseraie Princesse Grace. Et nous verrons que ce motif de la rose suivra chaque étape de notre parcours. Passé cette première expérience sensorielle, le visiteur pénètre dans un espace dédié à la découverte de Monaco. Puis un peu plus haut, c'est une halte de dégustation qui l'attend dans le salon qui abrite certains des plus précieux élixirs de la cave de l'Hôtel de Paris. Moi, j'ai fait des recherches en amont sur ce que pouvait être leur goût et leur typicité de vin. Donc on a fait une sélection majoritairement de vins blancs, parce que c'est ce qui se prête le plus à leur cuisine, des vins blancs assez légers, assez fruités, assez gourmands, de manière justement à pouvoir accompagner leur cuisine et aussi que ce soit un moment de convivialité pour eux, parce que la dégustation, il faut que ça reste avant tout un moment de plaisir. Si on met des choses trop compliquées, on peut quelquefois perdre aussi le client. Donc là, on a mis des choses qui sont très marquées par les cépages, un joli chardonnay, des vins de Bordeaux sur des sauvignons qui sont très beaux, des syrahs de la vallée du Rhône, des pinots noirs de Bourgogne. Et c'est ensuite dans le jardin que se poursuit la visite où la part belle est faite à la connaissance de l'environnement et de l'histoire des princes pionniers et visionnaires de Monaco. Donc nous arrivons maintenant à l'entrée des jardins, dans ce qu'on appelle le lab, qui est très utile pour les touristes pour comprendre l'engagement de la principauté pour l'environnement. Donc grâce à ces écrans interactifs, chaque visiteur pourra découvrir comment l'énergie verte, l'énergie propre, est au sein de la politique du gouvernement.
avec la mobilité douce, les boucles géothermiques ou bien les courses de Formule E, la Formule 1 électrique. Nous nous trouvons maintenant dans les jardins du pavillon. On a tenu à créer un espace vert au milieu de cette île artificielle qui a été créée spécialement pour l'occasion. Le message reste le même, prendre soin de la nature, de nos écosystèmes, et aussi ça rappelle les espaces verts de Monaco et le jardin japonais de Monaco notamment, dont on a essayé de recréer plus ou moins l'agencement. Enfin, notre guide nous emmène là où l'expérience s'achève, dans un ultime bâtiment aux airs de cathédrale. Et donc à la fin de la visite, le clou du spectacle, c'est cette salle avec une hauteur de plafond très surprenante. On passe les rideaux et on est complètement plongé à l'intérieur de cet océan. Et donc c'est un petit trésor caché, généralement. Les visiteurs ne s'y attendent pas et apprécient particulièrement l'ambiance de cette salle. Beaucoup de créativité donc dans ce pavillon lumineux où le message « Prendre soin de la merveille » est donc exalté pour faire vivre une expérience unique aux visiteurs tout en leur transmettant un message tourné vers la sensibilisation pour une meilleure sauvegarde de la nature et de ses richesses. Voilà pour cette découverte en avant-première du pavillon de la Principauté à l'exposition universelle d'Osaka, dont l'ouverture officielle aura lieu dimanche. 28 millions de visiteurs sont attendus sur les 6 mois. Demain, nous suivrons le groupe de jeunes monégasques partis travailler sur cet événement. L'actualité sportive, avec d'abord ce choc en perspective au Stade Louis II. L'AS Monaco FC reçoit l'Olympique de Marseille demain après-midi pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Une affiche au sommet dans la course à la Ligue des Champions, comme l'explique le coach des Rouges et Blancs à 18h, interviewé par Émilie Rousseau. Bonsoir Adi Hutter. Bonjour. Merci d'être avec nous ce soir. Comment vous vous sentez à la veille de cette rencontre capitale face à Marseille? Cela sera le choc de la 29e journée de Ligue 1. Yeah, it's a traditional clash in the south of France against Marseille. Similar than 2 weeks ago against Nice. We have prepared a team for this clash. It's a very important game when you take a look on the table. Not also for our fans, for the emotions, for everything, for the club. It's a very important one, and we prepared a team for this game, and it's a very decisive one. Justement, comment vous avez préparé cette rencontre? Vos joueurs sont en forme? Yeah, we were a little bit angry and unsatisfied for the defeat in Brest. It was an unnecessary defeat because we did not the best game, especially after 50 minutes. We were not good on the pitch. Second half was absolutely okay, but then we conceded the last goal. It was not necessary, but now it's done. We have to prepare us for Marseille. Total other football, total other style of play for Marseille when you compare this with Brest, and we try to prepare the team as best we can with the analyze and also with the practice. Alors Marseille n'est pas forcément sur une bonne dynamique avec une victoire et 3 défaites sur ses 4 derniers matchs. De quoi il faudra se méfier demain? Yeah, it was an important victory for Marseille. They struggled also in the first half. Toulouse had big chances, big occasions to score goals, but in the end they won 3-2. But we are another team than Toulouse, and yeah, it's a derby in south of France, a very important one. I think both teams are prepared for this team. They are really good with their in possession. They're one of the best team in Liga, maybe the best. They have 70% possession, but in the end, it's also suits good to our style of football, and we have to be brave on the pitch. We have to take also the risk what we are doing, and we have to bring a good intensity in this game. Mais vous avez un avantage, vous allez pouvoir compter sur le soutien de vos supporters au Stade Louis II. Yes, always our supporters, they're always in the stadium to try to do the best for us, and they are our 12th man, and we hope we can make them after the game really happy and satisfied. Adi Hutter, c'est vraiment le match à gagner dans cette course à la Ligue des Champions? Must win is always difficult, but when you take a look on the table, it's really close, and it's a very important game.
for sure we want to win this game. This is our goal, that we win this game. But also we have to respect the opponent. Olympique Marseille has also a really good team this season, and we will see. But in the end, there are 6 games, and there for me are 6 finals. And against Marseille on Saturday, it starts with these 6 finals. Le Paris Saint-Germain a été sacré champion de France le week-end dernier pour la 13e fois de son histoire. Est-ce qu'un jour, l'AS Monaco remportera ce titre de nouveau? First, I want to also use the opportunity to congrats for PSG for this season. Also, we saw yesterday in the Champions League game against Aston Villa, they are in a fantastic shape. They deserve to be champion in a really early stage in this season. They are the best team. Also, international, they showed everybody that he can win the Champions League. For sure, it's for everybody, for every top clubs in France, it's a dream to win the title in Ligue 1. But this is the biggest opponent is with PSG. To beat them, you need a perfect season. Maybe they struggle a little bit. But in football, everything is possible. Un mot, coach, sur l'une de vos nouvelles recrues qui a rejoint le club de la Principauté en début d'année. C'est Mika Biretz, auteur déjà de 12 buts avec Monaco. Il est en lice pour le trophée UNFP du joueur du mois de mars, aux côtés des Parisiens Doué et Dembélé. Au vu de ses performances, Mika mérite ce titre. I hope when I cross the fingers for Mika that he can win this competition, the player of the month. But also the opponents he's facing, they are also huge. We will see. He also would deserve to be the player of the month. And we here in Monaco, everybody cross the fingers for Mika. Et on rappelle à nos téléspectateurs qu'ils peuvent encore voter sur le site des trophées UNFP jusqu'à ce soir minuit. Merci à Die Hütter de nous avoir fait la primeur d'être notre invité ce soir sur Monaco Info. Thank you also. Bonne journée. Merci. Et Magnus Akliouche s'est présenté devant la presse avant cette rencontre ô combien importante. Comme on peut le voir sur le classement, c'est très très serré. Maintenant, bien évidemment que Marseille, c'est un concurrent direct. On va jouer quelques concurrents directs à la maison dans les prochaines semaines. Et non, je pense que ça va vraiment se jouer jusqu'à la dernière journée, tout simplement, même si le match de samedi, pour nous, il est très important. Ils ont quand même gagné leur dernier match. On sent qu'ils ont cette motivation aussi de bien faire, tout comme nous. Voilà, on a nous aussi un groupe de qualité. Voilà, on est capable de répondre au combat samedi. Et on va viser cette victoire et tout donner. Je pense que c'est une équipe qui est bonne défensivement et offensivement aussi. On a pu voir cette saison qu'ils sont capables aussi de faire de très bonnes choses. Maintenant, il va falloir être très attentif à eux. On va aussi les analyser. Je pense que c'est quelque chose d'important. Voilà, ils ont fait pas mal de bonnes choses et il va falloir répondre présent. Ça va être une bataille samedi et on espère la remporter. Le coup d'envoi du match sera donné à 17h. En basket, la joie ne redescend pas. Les joueurs de la Roca Team ont assuré leur place dans le top 4 de la saison régulière de l'Euroleague et leur qualification pour les playoffs en battant l'Asvel hier sur son parquet. Score final 78-83. Mac James a de nouveau porté son équipe qui a signé une véritable performance. Interrogé par Émilie Rousseau, notre consultant Ali Traoré livre son analyse. Bonsoir Ali Traoré. Bonsoir. La Roca Team est donc en quart de finale de l'Euroleague. Cette qualification n'a pas été si simple que cela face à l'Asvel. Ah oui, de toute façon, il fallait laisser attendre. L'Asvel qui jouait son dernier match à domicile face à la Roca Team, il voulait forcément avoir une victoire de prestige. Donc la Roca Team a dû vraiment s'atteler à gagner ce match. Cette place dans le top 4 est très précieuse car Monaco a désormais l'avantage du terrain. Qu'est-ce que cela signifie, Ali ? Écoutez, c'est une bonne chose, mais après le truc c'est que Monaco a tellement l'habitude de perdre le premier match à domicile et donc de perdre l'avantage du terrain. Donc ce serait la bonne année, je pense quand même, pour rompre avec cette tradition qui, ma foi, rajoute du suspense, mais qui rajoute aussi pas mal de stress aux supporters de la Roca Team. Alors à l'heure où l'on se parle, la Roca Team ne connaît pas encore son futur adversaire. Une chose est sûre, ça sera du lourd, Ali.
Oui, ce sera du lourd, ce sera de mémoire peut-être Barcelone ou alors Anadolu Efes ou peut-être même le Real Madrid. Donc clairement, là, on risque d'avoir une très 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 belle, de très belles quarts de finale, comme ça l'a été les dernières années. Maintenant, voilà, la Roca Team a une équipe taillée pour ça, des grandes ambitions, donc il y a clairement moyen de retourner au Final Four, ce qui est l'objectif depuis le début de saison. Oui, elle peut aller loin, cette Roca Team, Ali? Oui, bien sûr, bien sûr. Après, là, moi, j'ai envie de dire que l'ennemi numéro un de cette équipe, c'est elle-même. Quand elle joue collectivement, quand tout le monde touche le ballon, quand tout le monde est impliqué, eh ben, la Roca Team, pour moi, est limite imbattable. Donc, il va falloir appliquer ce genre de choses. Et bien sûr, il va falloir être défensivement très, très solide, car la clé pour Monaco, et on le sait toujours, c'est quoi? C'est moins de 80 points encaissés. Cette saison régulière, Ali, aura été palpitante. C'est l'occasion de faire le bilan. Est-ce que cela annonce aussi des playoffs tout aussi captivants? Oui, bien sûr, les playoffs, c'est toujours captivant. C'est le meilleur moment de l'année, avec le plus de suspense. Il y a un Final Four en jeu. Et déjà, arriver au Final Four, c'est un accomplissement énorme. Donc, clairement, là, le meilleur basket va commencer à être joué à partir de maintenant. Et on gardera un œil sur tout cela. Merci infiniment, Ali Traoré, d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous. Et prochain rendez-vous pour les hommes de Vassilis Spanoulis, demain en championnat de France face à Saint-Quentin. Tout autre chose à présent, les rencontres philosophiques de Monaco se sont exportées à Paris, au Festival du Livre qui a ouvert ses portes aujourd'hui pour 3 jours. Animé par le philosophe Raphaël Zaguri-Orly, le dialogue a porté sur le dernier ouvrage de Corinne Pelluchon, L'être et la mer. La présidente des rencontres, Charlotte Casiraghi, et Françoise Gamerdinger, directeur des affaires culturelles, étaient présentes sous la verrière du Grand Palais où nous emmènent Alban Gingembre et Jérémy Henry. Plus de 400 auteurs sont réunis ici. La thématique de cette édition du Festival du Livre porte sur les grands enjeux contemporains, un sujet qui résonne tout particulièrement avec la principauté et les rencontres philosophiques de Monaco. Il va y avoir ce haut sommet pour l'océan qui se tiendra à la fois à Nice et en principauté, mais il y a également tout ce qui se passe autour du texte, de la pensée et de la création littéraire. Quand on voit derrière moi cette affluence dans tous les stands, chez tous les éditeurs, on a à nouveau espoir que le livre l'emporte sur les écrans et les réseaux sociaux. Les rencontres philosophiques de Monaco ont mis l'accent sur le dernier ouvrage de Corinne Pelluchon, L'être et la mer, un ouvrage qui propose une nouvelle vision de notre société. Notre vie dépend de l'océan. Et donc on ne peut pas rendre ça périphérique, cette question d'océan. Donc ça impose un traitement transversal de toutes nos activités en ayant en vue notre dépendance à l'égard de cet océan mondial. J'invite à penser la fluidité, le lien entre passé, présent, futur, conscient, inconscient, le lien entre nous tous, mais aussi à avoir cette perspective océanique et non cette perspective terrestre, territoriale, où on quadrille tout comme des champs et qui encourage un rapport instrumental, voire de prédation aux éléments et aux écosystèmes. Et sachez que pour la prochaine édition du Festival du Livre de Paris, les rencontres philosophiques de Monaco devraient avoir leur propre stand pour échanger avec les lecteurs. La lutte contre le VIH-Sida continue. Une délégation de Fight AIDS Monaco se trouve actuellement au Burundi, où l'association présidée par la princesse Stéphanie poursuit ses actions. Nous accueillons son directeur. Bonsoir Christophe Glasser. Bonsoir. L'objectif de ce déplacement est principalement de visiter les structures que vous soutenez sur place ? Oui, tout à fait. Dans le cadre des activités de Fight AIDS Monaco, notre présidente, la princesse Stéphanie, a souhaité qu'on ait un volet sur l'international. Et sur la question de l'international, donc on a 4 pays d'intervention. Et aujourd'hui, effectivement, c'est une visite sur 7 semaines par rapport au Burundi et au projet qu'on peut soutenir directement, localement, avec des associations qui sont impliquées directement sur le territoire. Et justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces structures et sur la nature de l'aide apportée par Fight AIDS ? C'est des structures historiques sur le Burundi avec qui on travaille. On a commencé à travailler donc avec FVS, qui est une structure spécialisée sur l'enfant, sur les familles et la lutte contre le VIH. Et c'est une convention qu'on a passée il y a quelques années avec l'AMAD. Donc on intervient à deux structures associatives monégasques sur
le territoire directement sur des projets de terrain. Et c'est une association FVS qui soutient toutes ces femmes, tous ces hommes, tous ces enfants qui sont pleinement vulnérables et qui ont besoin d'un accompagnement, que ça soit médical, que ça soit psychosocial, que ça soit pour reprendre une activité professionnelle et éviter de tomber dans une vulnérabilité encore plus profonde. Et à chaque fois qu'il y a une forte vulnérabilité, évidemment, la question de la santé sexuelle, elle est au cœur du débat. Et pour éviter tout ça, pour éviter que le VIH se transmette de plus en plus vite, pour stopper l'épidémie, si on peut parler d'épidémie dans des pays qui sont fortement touchés, nous, notre action, elle est là pour soutenir tous ces acteurs de terrain qui vont aider ces populations à pas sombrer dans une misère encore plus grande dans laquelle ils sont déjà. Vous l'avez dit, le Burundi est un pays particulièrement touché par le VIH-Sida. Quelle est la situation ? Je ne veux pas vous cacher que pour moi, c'est mon premier voyage ici au Burundi. C'est pas la première mission humanitaire, mais en tout cas, dans ce pays, oui. Il y a un bel accueil de la population, ça c'est indéniable. Il y a des sourires, il y a vraiment une amitié, une sincérité. Par contre, on a découvert avec l'équipe un pays qui est en souffrance, un pays qui est dans une grande précarité. Et hier, pour citer que cet exemple, on nous a entraînés dans une décharge à ciel ouvert de la capitale économique, Bujumbura, où là, on a des enfants qui côtoient les déchets, qui les trient pour récupérer quelques billets et où du coup, les filles, pour s'en sortir, elles n'ont pas d'autre choix pour survivre que de sombrer dans la prostitution, mais dans une prostitution qui est désastreuse, dans des conditions sanitaires désastreuses. Et heureusement qu'on a ces associations qui essayent vraiment de les prendre par la main et de les sortir de cette misère et de leur montrer qu'il y a une autre voie qui est possible. Et nous, notre enjeu, il est là. C'est que ces femmes, ces jeunes femmes, elles n'ont pas à vivre ces situations, elles n'ont pas à vivre cette précarité, elles n'ont pas à vivre toutes ces brutalités, ces violences sexuelles. Et pour ça, on a besoin de soutien, on a besoin de tous ceux qui peuvent nous aider à concrétiser ces projets et sortir notamment ces jeunes filles, ces jeunes garçons de ces zones qui ne devraient pas être leur terrain de jeu. Est-ce que FightAid a déjà des futurs projets en prévision avec le pays ? Oui, alors là, on arrive au terme des 3 ans de projets qu'on a menés avec l'association FVS, en partenariat avec la direction de la coopération internationale qui nous offre un soutien qui est aussi sur place. Et ça, c'est tout l'enjeu de cette mutualisation de moyens et de cette synergie. On a déjà identifié des projets sur lesquels on va pouvoir travailler, que je proposerai à notre présidente, la princesse Stéphanie, dès mon retour à Monaco. Mais ils vont être axés essentiellement sur la prévention auprès des jeunes, parce que comme partout dans le monde, j'ai envie de dire, au Burundi, la jeunesse, il y a un relâchement sur la question de la prévention et de la protection. Et puis, le deuxième volet, ça va être plutôt pour toutes ces femmes qui vivent déjà avec le VIH, qui mènent des grossesses qui ont aucune difficulté pour mener à la grossesse, mais où sur les périodes d'allaitement, on va devoir être, elles vont pas pouvoir aller aussi loin que n'importe quelle autre femme, parce qu'elles vivent avec le VIH et que au bout de 6 mois, 1 an, il va falloir qu'elles passent à une autre alimentation pour les enfants, et elles en ont pas les moyens. Et donc là, ça va être un projet, je pense, phare de notre action directement au Burundi. Que nous suivrons bien entendu. Merci beaucoup Christophe Glaser d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous et puis belle soirée à tout le monde. Retour chez nous, au musée océanographique où les membres du Monaco Private Label ont découvert hier soir, à l'occasion d'un cocktail de printemps, la nouvelle exposition Méditerranée 2050. Pour la directrice de cet outil phare dédié à l'attractivité, Chloé Boscagli, l'idée était de fédérer les adhérents en présence notamment de la ministre d'État par intérim Isabelle Béraud-Amadei que vous apercevez sur ces images.
Poursuivons en musique. Ly Diop était hier sur la scène de l'Espace Indigo à l'occasion des Thursday Live Sessions, ces concerts gratuits organisés au Grimaldi Forum tous les mois. Le chanteur, guitariste né au Sénégal, a immergé le public monégasque dans son univers reggae afro-pop. Je vous propose de l'écouter en interview et en live dans cet extrait de l'émission Backstage que vous retrouverez prochainement sur Monaco Info. Auprès de Fabien Bonilla, le musicien explique comment tout a commencé pour lui. Le déclic il est venu quand je faisais 6e, quand j'ai commencé à comprendre l'anglais. J'ai écouté le morceau Africa Unite de Bob Marley, ça m'avait fait quelque chose. Je me suis dit, waouh, le gars il n'habite pas là, il parle pour l'unité. Et depuis lors, j'ai beaucoup écouté de reggae, Bob Marley. J'ai écouté de tout, mais je n'avais jamais pensé dans ma vie que j'allais être artiste ou quoi que ce soit, quoi. Et qu'est-ce qui vous inspire dans la vie de tous les jours pour après le transformer en musique ou en parole? Tout m'inspire, ma vie, la vie de mes amis, ce que je vois. Même des fois, ça peut être une phrase. Ça dépend. Alors, vous êtes, vous l'avez dit, un artiste international, mais est-ce que le Sénégal vous inspire également? Oui. Pas plus que ça? Oui, si. Le Sénégal, ça m'inspire beaucoup parce que c'est là-bas mes racines et tout. Même si maintenant, ça va faire 15 ans que j'ai quitté là-bas. Voilà, je dirais que c'est le Sénégal qui a fait de ce que je suis aujourd'hui, quoi. There is a land so far away. It's peace to the ocean. It's calling Senegal. There is my land so far away. It's peace to the ocean. It's calling Senegal. Right on, right on, right on. Senegal lead on. It's the land of my father. It's the land of my mama. It's the land when I born and raised. It's the land we show me grow. Ça donne envie d'en découvrir plus et ça tombe bien, l'intégralité de l'émission Backstage sera diffusée samedi 26 avril à 21h. Une exposition à découvrir en ce moment en Principauté, 11 amours, péchés et mythes d'Alexandre Acha à l'espace 22. L'artiste originaire de Saint-Pétersbourg présente 2 séries de ses œuvres, une dédiée aux dieux, héros et personnages mythologiques de la Grèce antique et une autre inspirée de la beauté de la Côte d'Azur et de l'élégance du corps féminin, en place jusqu'au 23 avril. C'est la fin de cette édition, merci de nous suivre quotidiennement sur Monaco Info. Dans un instant, la météo présentée par Alban Gingembre, suivi de votre après-JT et des experts tennis, le meilleur moyen de tout savoir sur l'actualité de ce vendredi sur les cours du Rolex Monte Carlo Masters. Mais avant tout cela, les photos pour clôturer ce journal, celle du pavillon de Monaco qui sera représentée lors de l'exposition universelle d'Osaka. Elle ouvre officiellement ce dimanche. A tout de suite pour votre après-JT, il est consacré cette semaine à l'école de police de la Principauté. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, la situation se dégrade ce week-end en Principauté. Demain, le ciel restera très chargé, beaucoup de nuages avec de courtes éclaircies. Pas encore de pluie, mais des précipitations sont toutefois attendues dans les jours qui viennent. Un léger vent soufflera demain et les températures oscilleront entre 12 degrés le matin et 15 degrés l'après-midi. La situation du jour est la suivante. Tout ce qui est impossible reste à accomplir. Ce sont des mots de Jules Verne, puisque le samedi 12 avril, nous fêterons les Jules. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.